Salutations, bienvenue dans DCP du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma. J'ai avec moi ma team de choc, Julien, Jérém et Fred. Salut. C'est la fin de l'année 2024 et on enregistre cette émission au lendemain de Noël. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous écoutez cette émission en famille, entre amis ou seul en vous délectant d'un somptueux vin rouge allongé dans votre sofa auprès du feu. Posez-vous pour cet épisode qui va retracer les 3 dernières semaines de cinéma de l'année 2024. Au programme donc beaucoup de films. Parmi eux Nosferatu, Mufasa, Wicked et tant d'autres. Vous avez un timecode dans la description si vous souhaitez sauter immédiatement à la critique de votre choix. En fin d'émission, Jérém nous fera les chiffres de l'année 2024 et moi j'ai glissé quelques petits jeux qui j'espère sauront vous plaire. Exceptionnellement, il n'y aura pas de joker puisque le contenu de cet épisode est déjà bien chargé. Je rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube et vous pouvez nous suivre sur Insta, X et TikTok. Mais comme d'habitude, on va commencer l'émission avec des actualités. Jérém se tient extrêmement droit. Ça va ton dos ? Oui. Très bien. Ça va les actus ? Oui, mais attends, pourquoi cette question ? Mais je sais pas, je t'ai jamais vu dans cette posture en mode genre de dos droit. Je prends mes aises. Bah prends tes aises pour nous dire ton actu. Bah je vais évoquer les déclarations de Tony Vinciquerra, le président de Sony Pictures Entertainment, avec bon accent en française, qui est donc la société derrière les films des méchants de Spider-Man qui nous ont pondu cette année du coup Madame Web, Venom 3 et Kraven le Chasseur dont on va parler dans la suite de l'émission. Et donc, malgré les avis cataclysmiques sur ces films, le PDG n'a pas froid aux yeux puisqu'il a déclaré ne pas comprendre pourquoi Kraven le Chasseur était l'un des pires démarrages pour un film depuis qu'il est rentré en fonction en 2017, puisque selon lui, le film n'est pas mauvais. Il a ensuite asséné le fait que Madame Web non plus n'était pas un mauvais film et qu'il avait sous-performé en salle parce que la critique l'avait crucifié, à juste titre si vous voulez mon avis, mais que ça n'en faisait pas pour autant un mauvais film, et il précise que le film fonctionne très bien sur le Netflix US. Bref, c'est beau de voir un patron essayer de sauver les meubles quand tout concorde à son exact opposé. Alors du coup, j'ajoute ce que je disais avant d'enregistrer. On a appris aussi que, depuis le début, ils avaient le droit d'utiliser Spider-Man dans leur film. Mais qu'ils l'ont pas fait. Voilà. C'est con. C'est con, parce que Venom 3, à la fin du trailer, t'aurais glissé « Oh, il y a Tobey Maguire », le film il fait le milliard. Et donc le Sony Spider-Verse Universe, il poursuit. Et non, on va regretter. Non. Julien. Vous avez aimé Alien Romulus ? Bah plutôt, ouais. Bah vous allez pouvoir regarder Alien Earth, la série Alien. Bah c'est cool. Voilà, il y a une série Alien, donc Ridley Scott ne va pas la réaliser, mais j'imagine qu'il sera derrière pour chapeauter un peu tout ça. Et voilà, Alien Earth qui se passera avant le premier film. Donc là on est vraiment sur préquel. Ok. Voilà, c'est la petite info. Moi je vais dire mon actu maintenant, parce que en vrai tout le monde l'a vu passer, Christopher Nolan va refaire un film qui s'appelle L'Odyssée. En tout cas il va adapter l'Odyssée d'Homère, ce qui est très 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 loin de son registre habituel. Déjà on va se demander genre comment il va adapter Charib et Scylla. Et surtout, il y a un casting assez monumental, puisqu'il y a déjà Robert Pattinson et Tom Holland qui sont au casting. Il y aura aussi Matt Damon, Anne Hathaway, il y a Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron. Beaucoup d'acteurs pour un récit qui a pas trop de personnages non plus. Pour un réalisateur qui fait beaucoup de films très terre-à-terre, donc curieux. Pas convaincu. Mais on verra ce que ça donne. Wait and see de mon côté, ouais. Et Fred. Moi, je voulais parler de The Monkey, le prochain film de Osgood Perkins, celui qui avait réalisé cette année Long Legs. Donc il va réaliser l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King qui sortira le 19 février. Moi personnellement j'ai détesté Long Legs, mais bon ça je laisserai ça de côté pour une autre émission. Et voilà, mais en tout cas voilà, il y a une bonne annonce qui est sortie et ça sortira le 19 février. Entendu. On finit sur les actus et on passe tout de suite au gros de cet épisode puisqu'on a 10 films dont on va parler. Ça va être des critiques assez condensées, c'est-à-dire qu'on va éviter de taper plus de 4 minutes par film. Donc on va essayer d'aller vite, mais aussi d'être complet et de dire des choses intéressantes sur les films. Le premier film est sorti le 25 décembre. Je crois que c'était ta plus grosse attente de l'année, Fred. Un peu. Le Nosferatu de Robert Eggers. Donc c'est la 3e version de Nosferatu après celle de Murnau et celle de Werner Herzog. On était très curieux. Après c'est une éternelle adaptation du Dracula de Bram Stoker qui se lance. J'ai bien aimé. Ah ouais. Non mais ouais, franchement. Ah moi j'ai pas aimé. Ah bon ? Ah non, merde. j'ai pas du tout aimé. Je sais pas, j'étais en repas de famille moi le 25, donc je l'ai pas vu. Ah ouais, c'est vrai. Ah, ok. C'est vrai que cet homme a une famille. Merde, j'ai pas de chance. Ouais, non. Non, en fait... je dirais pas déçu, mais en fait j'avais une attente de fou qui a commencé un peu à se vider. Plus les mois passaient pendant l'année, plus j'étais un peu moins impatient parce que je me rendais compte que effectivement Eggers est très bon pour certains films et pas très bon pour d'autres. Moi j'avais pas trop aimé The Northman par exemple. J'avais beaucoup aimé. Et j'avais un peu peur que ça soit une redite, et en fait c'est un peu ça le film, c'est que quand tu connais très bien le mythe du vampire,
bah, tu te fais un peu chier, quoi. En même temps, il n'y a pas grand chose à redire, j'ai l'impression, sur Nosferatu, quoi. Pas réadapter littéralement Bram Stoker, je sais pas ce que tu peux ajouter de plus au récit. Bah ouais, c'est ça, mais même moi, enfin, l'histoire on la connaît, mais je sais pas, l'esthétique elle m'a tellement fait plaisir aux yeux que j'étais vraiment. Alors que moi, ça va, m'endormais. tu vois. Moi, Ouais, mais m'endormais, en fait. ouais, c'est ça, j'ai un peu, enfin, je suis pas aussi genre méchant que Fred. Moi, j'ai passé un bon moment devant, tu vois. Mais moi, j'ai regardé ma montre et puis en fait, il y avait quelque chose de très sauvage dans Northman qui me plaisait en matière de mise en scène. Et je trouve que la mise en scène de Eggers dans Nosferatu, genre, elle est très esthétique, mais genre, elle est très vide de sens, tu vois. C'était exactement même ce que tu évoques, Julien. Genre, c'est le problème auquel on se confronte quand on adapte un récit aussi adapté que Dracula. C'est genre, qu'est-ce que tu rapportes de plus? Et Coppola, moi, c'est mon point de comparaison, hein, mais c'est un peu bête, mais c'est le Dracula de Coppola qui est tellement genre riche en sous-lecture. Et là, celui-là, il trouve pas une raison de se voir plus qu'un autre en tant qu'adaptation de Dracula. Quand tu vas voir un film de Dracula, genre t'en as tellement sous les yeux, et genre celui-là apporte tellement rien de plus, donc ça manque d'intérêt. Moi, j'ai l'impression qu'il avait des bonnes idées de mise en scène, mais c'était tellement appuyé qu'il les montrait, mais constamment. Moi, je trouve, par exemple, dans le film, l'utilisation du panneau, bah, c'est presque... En fait, il y a que ça, quoi. Que des panoramiques. Il l'utilise une première fois, une deuxième fois, et en fait, tout le film repose sur ça, et en fait, au bout d'un moment, t'es un peu en mode, bon, bah... Il tente d'autres trucs, un peu comme dans The Lighthouse. C'est que The Lighthouse, il y avait beaucoup de moments très sombres. Donc c'était un 4/3 le format du film. Donc tu étais très oppressé. Et là, c'est un peu le même truc, sauf que là, il joue sur les noirs dans le décor. Des fois, on est un peu paumé. Parce que du coup, c'est très resserré. Donc c'est assez intéressant. Mais je trouve qu'il reste que sur cette idée-là et il va pas plus loin. Voilà. Moi, j'entendais vraiment à quelque chose qui allait exploser. Effectivement, comme tu disais, Owen, le Dracula de Coppola, tu vois. En fait, comme il y a ce film dans l'univers du vampire, c'est très dur de proposer quelque chose qui est innovant, en fait, tu vois. Et c'était cool, tu retrouvais du Eggers, mais il allait pas plus loin, quoi, tu vois. C'est ça qui m'a un peu... Moi, il y a que l'esthétique du film que je retiendrai. Hein, Les acteurs, très vite fait. Enfin, moi, je trouve que Lily Rose Depp fait vraiment bien le taf. Elle fait bien le taf, mais elle est pas non plus, j'ai eu peur, mais... Même Nicolas Hoult, pour qui j'ai vraiment une sympathie très profonde. Bah, Ron Taylor Johnson, comme dans Craven, il a aucun charisme, hein, sinon, mais... Quoi Ah, je suis désolé. Oh, ça va, il faisait le taf quand même, non? Je trouve qu'il était bon. Je trouve que Ron Taylor Johnson, ça pas... Dans ce film, ouais, D'où il a zéro charisme dans Craven. Je trouve pas... Non, je regarde. Non, je trouve qu'il était bon. Mais il est très bien. Ouais, je suis pas fan, mais... Bah, après, voilà, bon, bah, Bill Skarsgård en Nosferatu, bon, bah... Bah oui, on repassera, hein. Oui, du coup, ça a été annulé, c'était pas lui. Bah si, c'est Bill Skarsgård. Ah, c'est lui? Ah, si, c'est lui, ouais. Ouais. Mais non. Si. Bah écoutez, j'avais même pas remarqué. Enfin, moi, je pensais que c'était un gars inconnu avec une moustache, parce que dedans, du coup, Nosferatu a une moustache. Mais il respecte le mythe, hein, ça vient de la Roumanie, tu connais. Ouais, c'est un vampire, tu vois même pas ses dents. Une seule fois dans le film, tu vois ses dents. C'est un peu con, quand même. Par contre, tu vois sa bite. Ouais. Tout le monde l'a dit, ça, j'ai pas remarqué. Moi non plus, j'ai pas remarqué. Par contre, Bassem, donc notre ami Bassem qui est déjà venu quelques fois dans cette émission, allez lire sa critique Letterboxd sur Nosferatu. C'est très drôle. Non, voilà, le film un peu déçu parce que j'ai adoré The Lighthouse de Eggers, et là, c'est depuis The Northman, je sais pas, c'était intriguant en fait de le voir s'approprier Nosferatu, et il en fait quelque chose, mais il va pas au bout, quoi. Et c'est dommage. Tant pis. Il y a plein d'autres films, Nosferatu et Dracula. Par contre, juste, est-ce que vous connaissez le film Nosferatu dans lequel il y a Willem Dafoe et John Malkovich? Oui, mais je pensais que c'était la version d'Herzog, mais pas du tout du coup. Absolument pas. En fait, c'est un film de 2000 qui parle du tournage du film de 1922 avec le mythe comme quoi Max Schreck, l'acteur de Nosferatu, était un vrai vampire. Et donc ce film de 2000 dans lequel Willem Dafoe incarne Max Schreck a.k.a. Nosferatu existe. Ah, trop bien. D'accord. Génial. Je l'ai pas vu, mais ça m'intrigue. Film suivant. Oui. On était très critique sur Disney avec Vaiana 2 précédemment. Et c'est avec très peu d'entrain que je suis allé voir Mufasa le soir de Noël. T'as que ça à faire. Non, après je suis sorti avec mes amis, mais... Ouais, ta première partie de soirée, elle était pas ouf, quoi. Elle était mid, mais pas aussi désastreuse que ce que je pensais, parce que le Mufasa, c'est ok tiers. J'aborde l'esthétique du film, mais comme jamais, vraiment. Non, c'est dégueulasse, mais... C'est un des rares films où seconde une, le seul film, autre film avec lequel ça m'avait fait ça, c'était pour Cats. Minute 1, l'esthétique, j'aborderais, j'avais envie de me barrer de la salle. Ah, quand t'as la petite comment ça s'appelle, Kiera, la fille de Mufasa, la fille de Simba qui arrive en premier plan, en mode regardez ce lion, comment il est trop mignon, et t'es en mode ah c'est moche. Ah ouais, c'est... Alors, bien qu'il essaye de faire un truc un peu moins photoréaliste que dans le premier, carrément, je trouve que ça passe pas du tout. Ok. C'est vraiment... Alors, je dirais pas que tout est acheté, parce qu'il y a certains effets de mise en scène, je fais ah il a osé quand même. Ah puis tu vois que c'est Barry Jenkins quoi. Voilà, je dis il a osé, ça passe bien, c'est cool. Mais autrement...
Bah, Je c'est- souffle, quoi. Après, moi, enfin, je ressors du Roi Lion 2019, qui est pour moi une ignominie. Genre, c'est un Ah film non, que mais je moi aussi, hais mais- le plus au monde, tu vois. Et déjà, c'est une histoire originale, donc ça va être pas mal. Je trouve que l'arc de Scar, bien mené, c'est bien mené. Je trouve que l'histoire, en règle générale, est plutôt chouette à suivre, même s'il y a des ventres mous à certains instants. Après, l'esthétique, ouais, voilà, bon, bah, ils ont essayé de rendre les lions un peu plus expressifs que dans la version 2019. Et résultat des courses, tu te retrouves avec des lions qui ont vraiment des vraies expressions du visage, qui sourient. Genre, t'as des lions, ils sourient avec les dents, tu vois, et t'es en mode. C'est un peu bizarre. C'est, voilà. Puis les chansons, c'est nul à chier. Je suis d'accord. Tu l'as vu en VF ou en VO? En VF. Moi aussi. Et vraiment, genre, il y a une chanson que je trouve sympatoche. Et encore, c'est sympatoche. C'est celle qui se passe dans la montagne, c'est Tu es mon roi. D'accord. Mon roi, c'est toi. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que vu qu'ils veulent faire des films semi-photoréalistes, quand ils font des chansons, ils peuvent pas aller dans l'extravagance. Et du coup, tu te retrouves juste avec des lions qui courent entre des girafes. Et t'as vraiment genre le chant de Mufasa et Taka. Sur le frère, là, la chanson sur le frère. Oh là là, c'est nul. C'est nul à chier. Ils courent entre les gens de girafes en mode, j'ai un frère, j'ai un frère. Après, ils sautent sur des hippopotames en mode, j'ai un frère, tu es mon frère. Et oui, je suis ton frère. Ils montent sur un arbre, tu es mon frère. Et ça pendant 4 minutes, t'es en mode, ta gueule, putain. J'ai compris. Après, Timon et Pumba, au début du film, j'étais très heureux. Attends, il y a Timon et Pumba. Alors, Alors, c'est à l'époque, genre. Non, en fait, le film commence avec Simba qui attend un nouvel enfant. Et donc, sa fille est gardée par Timon et Pumba. Et t'as Rafiki qui arrive parce que Timon et Pumba sont pas capables de gérer la gamine. Et donc, Rafiki va raconter l'histoire de Mufasa. Et résultat des courses, donc au début, c'est vraiment 10 minutes du Roi Lion 2. Donc t'as Timon et Pumba qui font des blagues très drôles. Et donc ouais, t'as le récit de Mufasa qui est entrecoupé de blagues de Timon et Pumba. Ah ouais, j'ai trouvé ça chiant. Ah, c'est lourd. C'est lourd. C'est très lourd. Ça alourdit le récit qui en a pas besoin. Ça fait très le Roi Lion 3, genre. Ouais, mais le truc, c'est que bah, vu que le film vise à avoir un souffle un peu épique à certains instants, c'est compliqué, tu vois. Même si j'aime bien le climax. J'aime vraiment bien le climax. C'est genre, bah, il y a la musique d'Hans Zimmer, quoi. Donc, forcément, quand t'as un lion Tu qui. reprends la musique, donc c'est simple. Quand t'as un lion qui gravit le trône avec le thème de Roi Lion derrière et qui se met à rugir, bah forcément, moi, mon cœur, il se met à battre un peu plus fort. Petit frisson. Voilà, stop, Mufasa. On passe à un autre film où ça chante et où Jérém est le seul à l'avoir vu, alors que moi, je voulais le voir, mais bon, Moi aussi. on manque de temps dans la vie. Wicked. Ouais, surtout que ça dure 2h40, donc je peux comprendre. C'est long. 2h40. Je les ai sentis. Mais heureusement, la dernière heure sauve le film, comme jamais. Parce que vraiment, je m'étais fait chier tout du long. J'ai commencé à regarder. J'ai regardé ma montre pour voir combien de temps au film il restait. Je me suis dit, ah, il reste quand même 1 heure. Et c'est à partir de là où le film s'est dit, tiens, je vais peut-être être intéressant, je vais te proposer des trucs qui sont pas mal. Bon, après, ça concorde avec le moment où Jeff Goldblum apparaît à l'écran. Et étant fanat de Jeff Goldblum, moi, tu me le mets dans un film, je suis content. Je trouve que la dernière chanson est très cool. Les autres, je suis pas fan. Et je me suis interrogé sur le fait de est-ce que ça valait le coup de scinder le film en 2 parties, et puis même de l'existence même du film, est-ce que ça valait le coup? Parce que vraiment, c'est une histoire, je sais, qui est ultra connue aux États-Unis. Hein. Le Magicien d'Oz, c'est un monument de culture aux États-Unis, moins en France. Et donc, personnellement, je vois pas l'intérêt, avec mon regard de français, de faire ce film en 2 parties, de quasi 2h40, un film de 5 heures en gros, un gros film de 5 heures. Je n'en vois pas l'intérêt. Parce que, bah, tu sais comment ça va se finir. Et déjà, dès le début du film, de ce premier film, tu sais comment ça va finir, puisqu'on te le dit, et c'est avéré que tu sais comment ça va finir. Donc, je vois pas l'intérêt du film. Les chansons, je les apprécie pas de fou, à part la dernière. Je pense que les fans de comédie musicale y trouveront leur compte. Moi, j'apprécie les comédies musicales, notamment La La Land, etc. Mais je ne suis pas un grand fan de ce film. Voilà. Tant pis. Tant pis, hein. Mais allez Voilà. voir la comédie musicale à Londres. C'est très, très, très creux. Voilà, c'est peut-être que la comédie musicale sur scène, j'adorerais. Ça vaut le mais- coup. J'aime bien la recommandation aller à Londres. Allez à Londres, les gars. C'est juste à côté. On quitte le cinéma américain un petit peu et on passe au cinéma français, mais pas le cinéma français de Paris, le cinéma français de la campagne et des accents et des fromages. Je pense que tu parles de Vin Dieu. Ah, Vin Dieu, j'ai pas vu moi Vin Dieu, mais par exemple, Ouais, si tu veux. j'ai vu Vin Dieu. Et t'en as C'est pas- génial, Et- j'ai trop kiffé. C'est un film vraiment cool parce que ça prend des acteurs qui sont pas du tout professionnels et ça en fait un film vraiment mais touchant, avec des acteurs qui sont super bien dirigés. Genre t'as pas du tout l'impression de voir des acteurs qui ont jamais joué. Et non, c'est génial. Qu'est-ce Ouais. que t'en as pensé? Ah, Jérôme j'avoue que j'avais un peu peur parce que je rapprocherais un peu le film de Miséricorde dans la façon même de la mise en scène qu'il utilise.
Et vu que j'avais pas forcément été un grand fan de Miséricorde, j'avais un peu peur, tu vois. Mais en vrai, ça va, j'ai beaucoup plus apprécié que Miséricorde à ce niveau-là. Parce que je sais pas, peut-être que l'histoire qui était racontée me parlait un peu plus. Je sais pas, de cette jeunesse un peu paumée qui doit se raccrocher à quelque chose. Ouais, j'ai cru qu'il allait nous dire qu'il aimait juste beaucoup le fromage. Ah, j'aime beaucoup le fromage aussi, j'adore le comté. Hein, mais... Non, en fait, ce que j'aime dans ce film, c'est que comme c'est des acteurs qui sont pas professionnels, t'as un jeu qui est beaucoup plus sincère, qui est pas joué. Et du coup, même si la mise en scène, moi je trouve qu'elle est super cool quand même, elle tente plein de trucs et tout, Louise Courvoisier. Je trouve que de par leur sincérité dans leur jeu, parce qu'ils ils savent pas jouer en fait, enfin, ils apprennent à jouer avec leur sincérité, du coup t'es beaucoup plus touché, beaucoup plus marqué. Et donc non, c'est génial. Vraiment, moi j'ai adoré. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, en fait, on s'intéresse. J'ai l'impression que 2024 c'était un peu ça. C'est commencer à apprendre un peu à faire des films sur des gens qui sont pas forcément de Paris, comme tu disais, Owen. Tu nous en parlais déjà l'année dernière avec Chien de la Casse. Chien de la Casse, il y avait quoi en film d'horreur? Il y avait Teddy, les frères Boukarma. Là, il y a eu L'Amourouf, il y a eu plein de trucs un peu, voilà. Où... Même de manière générale, il y avait le cinéma des frères Dardenne. Même s'ils sont belges, mais voilà. ça dépeint Oui, quand même. Ça se passe pas dans les grandes villes, forcément. Voilà. Mais là, du coup, le film, non, vraiment super cool. Très sincère en fait. Vraiment, les acteurs sont incroyables. J'ai pas eu l'impression que c'était des mecs qui débarquaient quoi, sans avoir joué avant. Et il y avait quelque chose de très beau. Ouais, et l'amitié qui prime avant tout, voilà. L'amitié qui prime avant tout. Et le fromage. Et le fromage. Sachez qu'il y a eu plein d'avant-premières partout dans la France. Et que le distributeur Pyramide, je crois bien, ils ont décidé pour chaque avant-première de livrer des tonnes de comté. Donc les gens pouvaient goûter du comté pendant les avant-premières du film dans toute la France. C'est tout, c'était un petit truc. Et le film a super bien marché du coup là. Il a fait un super bon démarrage. Oui, puis je trouve que je vois les critiques assez unanimes quoi. Ah oui, c'est unanime, c'est génial. Ok, pour une fois, c'est un film que moi seul j'ai vu, mais ça me surprend que personne soit allé le voir. Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Rien à faire. Ouais, ça me donnait tellement pas envie, mec. Tu me montrais l'animation, j'étais en mode mais les gars, non, genre. Bah t'as carrément raison, l'animation est dégueulasse dans le film. Comme Mufasa, mi-tiers, un peu mieux quand même, mais là ça te raconte un récit qui se passe genre 200 ans avant la guerre de l'anneau, donc il n'est pas du tout question d'anneau, de Bilbo. Il y a quelques allusions à Sauron, mais très 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 vite fait. Non, c'est vraiment genre le récit de Helm, celui qui porte le nom du gouffre de Helm, et d'une guerre qui s'ensuit entre lui et un de ses vassaux qui se rebelle parce qu'il aurait tué son père d'un coup de poing, parce que c'est Helm, point d'acier. Et ça suit plus particulièrement la fille de Helm, qui est jeune, courageuse, pleine de fougue et qui veut rester libre. Donc c'est vraiment genre personnage random de film d'animation. Et tous les personnages sont très random de films d'animation. T'as vraiment l'impression de regarder un film de animation en fait, dans l'univers du Seigneur des Anneaux, mais très peu de retournements de situation vraiment forts. Même de manière générale, le récit n'est pas des plus palpitants, même si ça veut te parler d'une guerre, et qu'il y a des batailles, et qu'il y a des morts. Il y a quelques morts épiques. Vraiment, il y a une mort épique qui se passe dans un blizzard qui est assez fou. Même le personnage de Helm, qui de manière générale est vraiment chouette. Mais ouais, les musiques sont très... à part les quelques thèmes qu'on connaît de la saga originale, ça n'a pas grand intérêt. Les batailles ne sont pas non plus renversantes. Passables. Bah quand tu connais la raison d'exister du film... Oui. C'est quoi? Bah c'est en gros, Newland l'a fait parce que fallait qu'il garde les droits. Mais bon, à la fin, t'as Saruman qui arrive pour dire t'as tué. Et t'as l'héroïne qui dit je vais peut-être voir un magicien blanc au Gondor. Et t'as sa pote qui dit comment il s'appelle? Il a beaucoup de noms. Oh. Mais on l'appelle Gandalf. T'es en mode putain, ferme ta gueule. Putain, la subtilité quoi. Ouais, non. Voilà, et puis le méchant est nul à chier. Hein. Le méchant, c'est random méchant rongé par la vengeance. Voilà, c'est pas Mitcher en fait, t'as détesté. Ouais, en fait. Allez expulser toute cette haine. Voilà, non mais ouais. Anodin. Très très anodin. Et un autre film très très anodin, mais qui énerve un peu plus, Kraven le chasseur. C'est pas anodin pour moi. C'est le ouais dernier film du SSU, c'est pas anodin, c'est le dernier clou dans le cercueil de cette saga. C'est émouvant quand même. Ah c'est mauvais hein. Bon, bien évidemment que c'est mauvais. En même temps, c'est tout ce qu'on attendait de ce putain de film. J'avoue que je suis allé le voir juste pour avoir la fierté nulle de dire j'ai vu tous les films du SSU au cinéma. Waouh. SSU c'est quoi? C'est le Sony Universe. Sony Spider-Man Universe. Ouais. C'est-à-dire les 3 films Venom, Morbius, Madame Web et Kraven. Je les ai tous vus au ciné. Pourquoi Sony Spider-Man? Il n'y a pas Spider-Man dans aucun des films. Parce qu'ils sont bêtes. Mais oui. Voilà. Et que des fois, des gens, ils ont des postes haut gradés et ils sont bêtes. Regarde les présidents de la République. Hein. Oula, ça part en critique là. Oula. Non, bah écoute... Il y a pas grand-chose à sauver, je trouve. Sans grand intérêt, c'est-à-dire que... Est-ce que vous pouvez faire un classement selon tous les films du Du SSU? Ouais. Oh, le pire, ça reste Madame Web, je pense. Oui. Okay. Bah, en fait, tu mets les 3 premiers Venom. 1, 2, 3. Ensuite, Kraven, puis Morbius,
puis Madame Web. Madame Web, c'est vraiment la. Ah, tu penses que Craven c'est au-dessus de Morbus quand même? Ah oui, parce que les scènes d'action dans Craven sont quand même assez chouettes. Oui. Voilà, c'est il y a certains trucs, oui. certains trucs un petit peu rigolos, voilà, il y a le rhino et à un moment le rhino le rhino c'est zéro charisme, tu vois, il a un sac à dos pendant tout le film avec il est en chemise blanche et à un moment donné il a un spasme un peu incompréhensible, c'est-à-dire qu'il a les deux mains posées sur la table, t'as son homme de main en survêt Adidas qui arrive derrière et fait nous n'avons pas réussi à choper le chasseur et le méchant il a un spasme et il fait Voilà. Et je tiens à dire qu'il n'est pas en survêt Adidas, il est en survêt Sergio Tacchini, ce qui a son importance. On a été 3 dans la salle, vraiment, à avoir ce rire genre... Vraiment, on était 3 disséminés dans la salle et on essayait de se retenir, de se dire mais putain, qu'est-ce qu'on a vu. C'est fini. Ouais. C'est émouvant. Ouais, mais je crois que l'expression le dernier clou du cercueil a été inventée pour ce film. Pourtant, ce film se termine en quelque sorte sur un cliffhanger puisqu'il est question du caméléon à la fin. C'est fini, mec. Arrête d'en parler. On va pas les regretter, hein, t'inquiète. Non, c'est sûr que c'est pas des films que j'irais mater pour le plaisir. Maintenant, c'est fait, c'est acté, c'est terminé. Ça faisait partie d'une période du cinéma américain de 2018 à 2024 et c'est terminé. Oubliable. Ouais, il y a une autre carrière aussi qui va se terminer parce que j'ai l'impression que peut-être est-ce le dernier film de Paul Schrader, je ne sais pas, mais il a sorti au Canada 2 ou 3 ans après Carpenter que j'avais vraiment beaucoup aimé. Au Canada, moi, j'ai pas eu le temps de le voir. Mais qu'est-ce qu'il en est de ce film qui semble assez sur la rédemption? Moi, je connais rien de Paul Schrader. Je sais pas du tout. Je crois que j'ai vu le scénario, donc Taxi Driver, quoi. Oui, t'as vu Taxi Driver, Apocalypse Now. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, du coup? Parce que moi, je ne connais rien de lui. Vraiment rien. Du coup, je suis allé voir au Canada parce qu'un peu Jacob Elordi, parce qu'il y avait le Canada dans le titre. Il y avait le Canada dans le titre, ça m'a attiré. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression que ce film, c'est vrai, il faut vraiment être un fan, connaître tout ce qu'il a fait. Je me suis fait chier. Après, c'est une adaptation littéraire aussi. Hein. Ah merde, tu vois, je un me suis scénario même pas original, renseigné, quoi. Au Canada. Ouais, je me suis fait chier, vraiment, c'est un film qui sait pas où va, c'est un film qui part dans tous les sens, c'est l'histoire d'un mec qui te raconte sa jeunesse, sauf qu'il est plus trop sûr de ce qu'il a vécu, donc les gens qui l'interviewent, ils lui demandent, mais tu deviens fou, mec, t'as jamais fait ça, quoi. Tu t'es perdu dans les temporalités, dans les choix de sa vie, et... Bah moi j'aime bien ce côté-là, tu vois, je vois pas ce que les gens lui reprochent. Moi j'ai aimé ce côté un peu casse-tête de la narration. La structure narrative elle est intéressante. Pour moi elle est faussement complexe, tu vois. Ça me paraît évident qu'au final plus tu avances dans le film, plus tu dois te douter de la véracité des propos du personnage parce qu'il est de plus en plus sénile, etc. Mais je trouve que ça atteint pas, dans le côté je veux montrer la sénilité d'une personne qui perd totalement l'esprit. Ça atteint pas le sommet qu'était The Phaser pour moi. Mais je comprends dans la façon dont il veut amener ça, avec, oui, ces casse-têtes de temporalité, j'incruste les personnages vieux dans des séquences où ils sont plus jeunes, enfin, etc., etc. Ça m'a intrigué et ça m'a pris. En plus, le film est pas trop long, il dure 1h30, donc t'as pas trop le temps de t'ennuyer pour moi. Mais du coup, c'est un film qui ne part jamais, tu vois. T'as un personnage qui doit partir, mais qui en fait est bloqué parce qu'il est coincé, il sait pas où aller. Donc tout le film, c'est de filmer un personnage de sa jeunesse, même vieux aussi, qui ne part pas, qui est toujours sur le point de partir, mais qui part jamais. Donc moi, tu vois, j'étais un peu devant le film. Bon, bah les gars, emmenez-moi quelque part. Je sais pas. Au Canada. Sauf que ça arrive pas. Mais je peux quand même te recommander Carpenter, qui pour le coup, lui, c'est vraiment bien. Bon, pour le coup, ouais, j'ai aussi été hyper flemmard devant le film. J'ai pas cherché à m'investir dedans parce que j'en avais pas envie. En fait, ça me faisait chier. Donc peut-être que toi, t'as essayé de plus t'investir et ressentir le truc. On s'en fout de la véracité de ce qu'il dit finalement, tu vois. Mais c'était plus le côté, le film ne part pas parce que c'est le concept du film, c'est de ne pas partir. Et du coup, t'es un peu en mode, bon, bah, je vois Jacob Elordi qui est juste là. Richard Gere, moi j'avais envie de le gifler, je sais pas, son personnage me saoulait. Ok. Pourtant, c'est le même que Jacob Elordi, mais en plus vieux. Ah ouais, mais plus vieux, je sais pas, j'aime pas sa gueule. Je l'aime que dans Les Moissons du Ciel. En même temps, je comprends, il est un peu détestable, Richard Gere, après tout, il ressemble à François Bayrou. Hein. Voilà, exactement. Pardon. Ah ouais, attends quoi? Je trouve pas personnellement. C'est François Bayrou lui-même qui te dit « Oh, on m'a déjà fait la remarque que je ressemble à Richard Gere. » Non, c'était Richard Jouir. Donc voilà, voilà. Peut-être à revoir, peut-être que j'étais pas dans un bon mood, mais moi ça m'a fait chier, ouais, j'ai rompiche. D'accord, bah tant pis Paul Schrader. On passe du coq à l'âne. Il y a un acteur jeune français qui est un peu en émergence, on l'avait déjà vu dans Le règne animal. Là, visiblement, il semble atteindre une certaine notoriété avec le film dont il va être question. Paul Kircher, qui est la tête d'affiche de Leurs enfants après eux. Julien, on va t'entendre. Je suis le seul à l'avoir vu. Non, je l'ai vu aussi. Ok. Moi, je trouvais ça vraiment moyen.
Voilà. Et c'est très intéressant parce que le film est vraiment à mettre en concordance avec L'amour ouf. Ah oui, c'est ce Puisque que j'allais dire. de base, ça devait être Gilles Lelouch. Gilles Lelouch, voilà, pardon, qui devait le réaliser. Ça devait être une série aussi. Et ça a une importance parce que je trouve que le film, il manque vraiment des éléments. Genre, tu sens que. Enfin, moi, j'ai senti que le récit était troué à certains moments, comme s'il manquait un épisode, quelque chose. Tu passes vraiment de. Le film est construit sur 3 temporalités, 4 temporalités. Donc, qui correspond, je crois qu'il y a à peu près quoi 2 ans Il y a 2 ans d'écart. 2 ans d'écart à chaque fois. Et je trouve que c'est très, en termes de rythme, c'est très, très dissolu. Je sais pas si c'est le bon terme, mais par exemple, la première partie va être beaucoup plus concentrée. Après, c'est beaucoup plus mouvant. Et voilà. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on disait beaucoup de L'amour ouf, que le film en faisait trop, et que ça le rendait justement peut-être parfois imbuvable pour certains. Mais justement, les frères Boukerma, c'est ça ? Oui. En fait, ils ne font rien en termes de mise en scène et ça donne la sensation exactement inverse de L'amour ouf, parce que ça partage beaucoup en commun. Bah ouais, c'est ça. Non, mais parce que moi, je fais partie de ces personnes qui trouvent que L'amour ouf, ça en devient parfois imbuvable, tellement Gilles Lelouch essaye de faire des effets de mise en scène tout le temps, tape à l'œil et tapageur. Là, je trouve que le fait qu'ils posent un peu plus leur mise en scène, ça m'a permis d'apprécier le film, bien que oui, le film crie à tous les instants, je veux être l'amour ouf, je veux être l'amour ouf, mais j'ai pas les moyens, j'ai pas tout ce qu'il faut pour l'être. Mais voilà, j'ai pas tant désapprécié le film que ça. Je trouve qu'à partir de la partie 14 juillet 96, je suis totalement pris dedans. Moi, je suis totalement décroché. En fait, je trouve que déjà l'histoire d'amour est nulle. Genre, il y a aucune alchimie entre les acteurs. Kircher est insupportable au possible. Autant dans Le règne animal, son rôle, ça pouvait aller. Là, il ne sait pas aligner 2 phrases. Il ne sait pas faire une phrase correcte. Genre, en fait, ça en devient insupportable pour son personnage. Là, je trouve que l'histoire aussi est pas du tout intéressante. Et voilà. Kircher imbuvable, je trouve au début peut-être, mais c'est pour ça que je te dis, vu qu'il y a un shift un peu à un moment donné, à partir du 14 juillet 96, la partie 14 juillet 96, que là j'étais un peu plus pris dedans, pardon. Même si bon, ça a tous les défauts un peu de L'amour ouf aussi. Le fait d'utiliser à balle de musique préexistante. Mais je trouve que dans L'amour ouf, ça fonctionnait bien. Parce que là, je trouve que ça en est vraiment. L'amour ouf, ça accompagnait la mise en scène, alors que je trouve que dans le film, dans Leurs enfants après eux, en fait, c'est un prétexte. C'est un prétexte, ça cache en fait d'un défaut de réalisation. Sauf pour une seule chanson, parce que certes, j'étais très content d'entendre Dream On d'Aerosmith au ciné, mais je trouve que c'est pertinent à un seul moment, c'est sur la scène qu'il y a sur Un samedi soir sur la Terre de Cabrel. Oh. C'est la seule musique que j'ai trouvée pertinente et bien utilisée. C'est la seule. Mais vraiment toute la première moitié du film, donc tout ce qui est parti 92 et 94 du coup, franchement je trouve que c'est vraiment juste du build-up pour ce qui arrive après, et je suis bien plus content de voir la résolution de tout ce qui se passe plutôt que de voir toute la préparation. Moi j'ai retenu qu'il y avait du Cabrel. J'ai envie d'aller le voir. Et en plus, ouais, vraiment. Du Cabrel et du Aerosmith. Pourquoi j'ai raté ça? Il y a du Red Hot aussi. Ouais, j'aime bien. Ok, hey, on n'a pas parlé. Est-ce qu'on a déjà parlé de ce réalisateur auparavant? Jamais. Werner Herzog. C'est un réalisateur qui fascine, et pourtant, genre, on est nombreux à souvent ne pas avoir vu ses films. Pourtant, juste la prestance du monsieur, le postulat de ses films en général, tend à fasciner sans forcément qu'on les ait vus. Bon, moi j'ai pas eu le temps d'aller le voir, ce fameux Au cœur des volcans, Requiem pour Katia et Maurice Kraft. Jérém et Fred, vous l'avez vu? Oui. Vous allez nous parler de Werner Herzog et de son film? C'est génial. C'est trop bien. C'est génial. Alors du coup, ce qu'il faut savoir, moi je savais pas du tout, je t'avais dit en plus l'inverse avant de le voir, Owen, c'est que vraiment toutes les images du film ont été réalisées par le couple de volcanistes. Donc, aucune image a été réalisée par Herzog. C'est vraiment un travail de documentaliste qu'il a fait sur ces images-là. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce couple en fait? Alors du coup, c'est un couple qui avait l'habitude de s'approcher de volcans en fait en éruption et de prendre des images, même aussi de filmer ce que pouvaient causer des volcans sur des populations autour de ces milieux-là. Et en gros, en 2001, ils sont partis au Japon pour filmer l'éruption d'un volcan. Et je crois pas que c'était en 2001, je crois que c'était dans les années 90 plutôt, mais... Ah oui, peut-être, ok. Je sais pas pourquoi j'étais resté sur 2001. Bah alors dans les années 90, pardon, 91 du coup peut-être. Peut-être. Et en fait, malheureusement, le volcan a été imprévisible et les a tués. Ah! Tous les deux. En fait, c'est ça, la structure du film, elle est super intéressante, bien que redondante au milieu. Mais la structure du film, c'est vraiment... Werner Herzog t'explique, bon, un peu d'où ils viennent au tout début, mais après, il passe sur ce qui a causé leur perte. Mais en fait, il revient tout ce qui s'est passé antérieurement. Et il te montre, au début, oui, du coup, il filmait plus comme ça. Après, ça a changé, sa mise en scène, elle est plus passée comme ça. En fait, c'est son œil qui l'apporte, que je trouve super intéressant. Il est fasciné par ces images, parce que de base, du coup, ce couple
couple-là, c'est des gens qui sont rencontrés à l'université, qui étaient à fond sur la chimie, sur les volcans, tout ça. Et en fait, peu à peu, leur recherche s'est transformée en film. C'est des gens qui étaient juste fascinés par des images belles que de filmer juste des volcans en éruption et de ce qui se passait autour. C'était des réalisateurs sans vraiment qu'ils en soient, quoi. On dirait exactement le même procédé que Grizzly Man. Et c'est pour ça que j'avais envie de le voir, parce que je me suis dit, tiens, ça fait un peu penser histoire avec des images qui ont été retrouvées, enfin, qui reprend de quelqu'un d'autre pour en faire son propre montage. Je trouve que ça me faisait vachement penser à Grizzly Man, et j'avais adoré Grizzly Man quand on l'avait vu. C'est fascinant de voir des images qui sont sublimes, c'est vraiment super beau, mais de choses horribles en fait. C'est très très beau. Il filme le chaos, enfin ce couple-là, mais en tout cas comment on le met en scène Herzog, c'est génial quoi. Tu vois des villages mais recouverts de nuées, tu vois des... Et j'avais beaucoup aimé dans Grizzly Man l'humilité d'Herzog. Et est-ce que ça se ressent de nouveau ici ? Bah totalement, en fait, le mec est pris par son sujet et il en vient à se faire oublier tout en participant au film, en fait. Il est narrateur, il est juste narrateur, alors que dans Grizzly Man, tu le vois à l'écran, là, il est vraiment que narrateur. Ouais, tu le vois 30 secondes à l'écran dans Grizzly. Mais là, il est vraiment que narrateur et en fait, il est très humble parce qu'il est en mode je suis fasciné par les images qu'il a fait. Et je suis tellement fasciné que je vous les montre. Et il en est jaloux même, il le dit, j'aurais adoré être là quoi. Bah, il dit ça dans Grizzly Man aussi. Bah voilà. Et c'est génial, il met des super belles musiques. Moi il y a une musique qui m'a retenu de fou. Il a décidé de pas mettre un gros opéra un peu intello comme je sais pas du Wagner etc. Le film se termine par une musique de Anna Gabriel, Es demasiado tarde, et c'est génial, cette musique est incroyable mec. Les mecs, il faut absolument que j'aille le voir. Il faut vraiment aller le voir, c'est alors, sublime. C'est chaud parce que même dans Paris il est que dans 3 salles. Ouais, il a fait le Beaubourg et le Reflet Médicis, moi j'étais parti là-bas. Moi aussi je l'ai vu au Reflet Médicis. Ouais, il va pas durer longtemps. Il faut vraiment que je me grouille alors. Mais c'est génial et moi ça me donne trop envie de voir le reste de Herzog. Ça a l'air génial quoi. Vraiment. Aguirre, Fitzcarraldo. Voilà, Fitzcarraldo. Son Nosferatu, les autres documentaires. Donc, ouais. Non, c'est trop parce bien. que là on parle plus du Herzog documentariste que du Herzog qui fait de la fiction quoi. C'est ça. Et on va encore une fois passer du coq à l'âne. Julien a un petit wagon qu'il a accroché. Petit bonus très rapidement. 2046 de Wong Kar-wai est ressorti au cinéma parce que ça faisait 20 ans qu'il était sorti. Alors voilà, c'est vraiment dans la lignée de ce que fait Wong Kar-wai. Alors donc il est sorti en 2004, donc juste après In the Mood for Love, et en fait c'est sa suite quasi directe. Je me permets de dire quasi direct dans le sens où si vous n'avez pas vu In the Mood for Love, ce n'est pas du tout un souci puisque ça reprend toutes les thématiques de Wong Kar-wai, mais en fait ça les intègre dans la continuité de ce qu'on voit dans In the Mood for Love. Mais vu que ça se reprend toujours ces thématiques de l'amour impossible, de la recherche introspective, c'est pas du tout un souci de ne pas connaître In the Mood for Love. Et voilà. Et du coup, en fait, ça retranscrit en fait tout le travail finalement de Wong Kar-wai en fait sur l'amour, sur les rencontres impossibles et avec toujours les mêmes procédés, ces images au ralenti, les musiques lancinantes et toujours cette idée d'avoir plusieurs temporalités qui s'entremêlent, plusieurs récits notamment donc avec le personnage principal qui va rencontrer 3 femmes le long de son histoire. Et avec toujours beaucoup de flashbacks et une sorte d'indétermination de l'espace et du temps. On ne sait jamais vraiment si on était dans le passé, si on est dans le futur, c'est juste un souvenir, c'est une personne qui recroise ou qui ne recroise pas. Donc je pense que si vous aimez Wong Kar-wai, vous ne pouvez qu'apprécier 2046. Entendu. Voilà. Et donc, on va finir avec un film que seul Jérém et moi avons vu. On va parler du meilleur blockbuster de l'année, Sonic 3. Voilà. Oh non. C'est oufissime mais une des meilleures séances en termes de divertissement que j'ai eu cette année, très clairement. C'est dingue. C'est génial en matière de divertissement. C'est vraiment... Je te jure, je suis pas un fan pur et dur de Sonic, hein. Mais en vrai, franchement, en matière de bouffée d'air frais, de fun à l'état brut, de grands spectacles, parce que visuellement, c'est un très beau film. Ça, il faut le prendre en compte. C'est ça. C'est très beau. Les bastons sont vraiment cool. Et juste, les scènes d'action sont... mais dingue. C'est le blockbuster de fin d'année. Vraiment, genre Nosferatu, c'était tellement terne à côté quand je l'ai... Vraiment, dans la même journée, j'ai regardé Sonic 3. Non, mais Nosferatu, c'est normal que ce soit terne. Et Craven. Oui. Et franchement, Sonic 3, c'était tellement genre... la couleur, la beauté, Ah, c'était bien. Ah, c'était bien. J'ai envie de le revoir. Ouais, c'est cool, c'est trop cool. Il y a double dose de Jim Carrey. Oui. Il y a des gags, mais vraiment, genre... j'ai explosé de rire. Il y a une mort anticlimatique qui fonctionne de fou. Mais voilà, il y a beaucoup de blagues, donc forcément il y a des trucs un peu lourds, mais tout le reste est une merveille. Knuckles, il est merveilleux, Shadow, il est merveilleux, Jim Carrey, vraiment la scène de danse du double Jim Carrey avec des lasers. Et Tails. Oui, il est mignon. J'ai adoré. À un moment, il y a Tails, il est avec le sous-fifre
de Dr Robotnik, et ils sont tous les deux en train de marcher dans les couloirs un peu sombres, et vraiment genre le sous-fifs de Robotnik il est juste adorable, et il regarde Tails, il fait « Je vais être totalement franc avec toi, t'es mignon. » Et t'es en mode « C'est pour ça qu'il existe Tails, parce qu'il est mignon. » Et il remplit son taf, et tout dans ce film remplit son taf. Non, bah, c'est cool. Mais mec, va le voir. C'est vraiment, un bon Noël. On lui a, le réalisateur, on lui a dit coche toutes les cases, et il l'a fait. Ah ouais, non mais en plus, du coup, ils ont annoncé un 4ème. La scène mid-crédit. Mon dieu. Ouais. Vraiment. Bon, allez, dites. Et pareil, non, mais pareil, pour pas spoiler, mais je suis rarement très hype pour un film. Mais quand j'ai vu la scène mid-crédit de Sonic 3, pour Lola, Sonic 4, je l'attends comme jamais. Vraiment. Pour moi, le Sonic 3, on est sur le sommet des adaptations de jeux vidéo. Parce que déjà, il adapte un jeu vidéo qui a une histoire assez fun, qui est Sonic Adventure 2. Et là, ils en font un vrai film, tu vois. C'est pas genre Mario où ils sont obligés d'adapter des trucs qui, sur le plan filmique, n'a pas de sens. Genre les blocs dans Mario, ça n'a pas de sens parce que ça a du sens dans le gameplay, mais ça n'a pas de sens dans le film. Là, tout dans Sonic a du sens sur le plan cinématographique. Bah, les pièces dans Sonic. Les anneaux, tu veux dire? Les anneaux. Ouais. Oui, mais justement, dans les films précédents, ils ont réussi à en trouver une raison d'exister. Ouais. Donc tous les éléments de level design et de gameplay dans Sonic trouvent leur intérêt dans Sonic 3 et sont très bien menés en fait. Tout est très bien utilisé, tout est très cohérent et tu peux très bien te mater Sonic sans avoir fait les jeux et juste passer un super bon moment. Et si t'es un fan de Sonic et que t'as toutes les refs, mais quel bonheur! C'est vraiment genre, je dirais pas que c'est incroyable non plus, mais on dit que c'est incroyable. On dit que c'est incroyable sur le plan d'adaptation vidéoludique, mais même en matière de pur divertissement, je pense que c'est la meilleure chose que tu peux emmener voir ton gosse aller voir, quoi. Ok. Voilà, et Keanu Reeves, double Shadow en VO. Oh. Et il est très bon dedans. Bon, alors je vais le voir. Non mais franchement les gars, c'est genre avec vos potes, avec vos enfants, avec vos copines. Nos enfants. Je sais pas, un jour peut-être. Oh. En tout cas, voilà. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui ont des gosses, on sait En pas. tout cas, oui. j'ai coché Sonic 3 sur la liste des films que je montrerai à mes gosses. Ok. Voilà. Il y a une liste de films que tu montreras à tes gosses. Ouais. C'est trop mignon. Mais oui, comme Tails. Bref, on a fini les critiques, on a parlé de 11 films, ce qui est quand même pas mal. La première partie se termine, la deuxième va être un peu moins longue, mais elle comptait aussi la chronique la plus longue des chiffres, puisque JRM va faire le bilan 2024, il est en train d'étirer tous ses muscles avec une minutie très très forte. Comme l'année dernière, du coup, je vais vous proposer une gargantuesque chronique divisée en deux parties. Donc la première, maintenant sur les chiffres de 2024. On va voir ensemble les principaux chiffres de cette année. Et une deuxième partie dans l'émission de la semaine prochaine, qui sera sur nos chiffres de 2024. Pour l'heure, voyons donc les chiffres de 2024 en termes de box-office. Vu que l'année n'est pas totalement terminée au moment où nous enregistrons l'émission, je précise que les chiffres que j'ai pris sont arrêtés à la mise à jour des box-office du dimanche 22 décembre. Tout d'abord, les champions du box-office, quels sont-ils? On va essayer de voir ça dans plusieurs pays et voir certaines similitudes, mais aussi des différences. La tendance évidente, c'est que la première place du box-office dans une majorité de pays se jouait entre un trio de films, Vice Versa 2, Moi Moche et Méchant 4 et Deadpool et Wolverine. En regardant de plus près, on voit que Vice Versa 2 a clairement l'ascendant sur les deux autres, car dans une majorité de pays pour lesquels j'ai pu trouver un box-office détaillé, c'est bien Vice Versa 2 qui l'emporte. Pour rentrer plus dans le détail, aux USA, c'est donc Vice Versa 2 qui se trouve en tête du box-office de l'année avec plus de 652 millions de dollars de recettes, Deadpool et Wolverine suit derrière avec près de 636 millions, et enfin le podium est complété par Wicked avec plus de 383 millions. Ah oui, c'est un gros carton alors. Spécifiquement aux USA, ouais. Pour tout vous dire, la rivalité entre Vice Versa 2, Moi Moche et Méchant 4 et Deadpool et Wolverine était présente partout. En Allemagne, Vice Versa 2 est en première place avec 1,4 million d'entrées de plus que Moi Moche et Méchant 4, et Deadpool et Wolverine est troisième avec près de 2,4 millions d'entrées de retard sur le film en tête. Le classement est similaire au Brésil, où là, Vice Versa 2 explose toute la concurrence avec près de plus de 22 millions d'entrées, soit 14 millions de plus que Moi Moche et Méchant 4 qui est deuxième, et Deadpool et Wolverine est juste derrière à 400 000 entrées du deuxième. En Italie, le podium est également similaire, Vice Versa 2 devance Moi Moche et Méchant 4 de près de 4 millions d'entrées, et similairement au Brésil, Deadpool et Wolverine est troisième avec un peu moins de 300 000 entrées d'écart avec le deuxième. Donc vraiment, c'est souvent ce pattern-là qui se retrouve. Cas particulier, l'Espagne où Vice Versa 2 est bien numéro 1, mais où Deadpool et Wolverine est numéro 2 et Moi Moche et Méchant 4 numéro 3, avec le même pattern, du coup, Vice Versa 2 bien devant, près de 3,5 millions d'entrées de plus que son dauphin, et le troisième est à peine à 110 000 entrées de celui qui le devance.
Petit point sur les pays qui n'ont pas un de ces deux films en tête de leur classement. La Chine, où on va avoir plus des films locaux. Juste pour vous donner le vertige, les 7 premiers films sont chinois avec un podium à minimum 71 millions d'entrées. Et il faut attendre la 8ème place pour voir un film d'une autre nationalité, en l'occurrence Godzilla X Kong Le Nouvel Empire. Et si on retourne sur notre trio de l'année, cette fois-ci c'est Moi Moche et Méchant 4 qui est au plus haut à la 20ème place, 800 000 entrées devant Deadpool et Wolverine, et c'est Vice Versa 2 qui a le moins bien fonctionné au Pays de la Muraille, 2,5 millions d'entrées de moins que Moi Moche et Méchant 4. Ah oui, et puis tu te dis, ils sont 1 milliard, quoi, donc c'est le ratio et... Et assez dingue, ouais. Également la Corée du Sud, où aucun de ces films n'est en tête du classement. Et pour revenir sur notre comparaison depuis tout à l'heure, la Corée du Sud est à peu près comme tout le monde, avec Vice Versa 2 plus haut que les deux autres. Vice Versa 2 est donc 3ème du box-office coréen avec plus de 8,7 millions d'entrées, soit 6,7 millions de plus que Deadpool et Wolverine, et même 7,1 millions d'entrées de plus que Moi Moche et Méchant 4. Moi Moche et Méchant 4 qui a fait moins d'entrées que des films comme Wicked, Kung Fu Panda 4, Furiosa, Mad Max Story, ou même Venom 3 en Corée. Ça n'a pas fonctionné de fou, Moi Moche et Méchant 4 là-bas. Et évoquons maintenant le pays qui manque à l'appel et qui a placé en tête un film local, la France. La France fait donc partie de ces pays où aucun des 3 films en tête du box-office un peu partout n'y figure pas. On l'a déjà évoqué, mais un petit truc en plus est en tête du box-office de l'année avec plus de 10,8 millions d'entrées. Et un autre film aurait pu le rejoindre à plus de 10 millions, c'est bien évidemment Le Comte de Monte-Cristo qui en est resté à 9,3 millions. Il faut remonter à 2014 pour voir 2 films français en tête du box-office hexagonal, et cette année-là, les 4 premiers films étaient des films français, puisque pour rappel, il s'agissait de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, La Famille Bélier, Superchondriac et Lucie. Le podium est quand même complété par un des films phares de cette année, Vice Versa 2, avec plus de 8,4 millions d'entrées. Pour les deux autres, ils font partie du top 10, Moi Moche et Méchant 4 à la 6ème place avec plus de 4,4 millions d'entrées, et Deadpool et Wolverine se placent 8ème avec plus de 3,7 millions. Enfin, au box-office mondial, ces 3 films phares sont en tête, bien évidemment. 2 films parmi ces 3 dépassent le cap de milliard, donc Vice Versa 2 et Deadpool et Wolverine qui ont dépassé le milliard. 2 films qui dépassent le milliard, c'est le même nombre que l'année dernière, donc ça bouge pas à ce niveau-là. Mais c'est bien donc Vice Versa 2 qui truste le haut du box-office avec près de 1,7 milliard de dollars de recettes, ce qui en fait le 8ème plus grand succès de tous les temps, contre 1,3 milliard pour Deadpool et Wolverine. Le film complétant le podium étant donc Moi Moche et Méchant 4 avec près de 970 millions de recettes mondiales. Il faut remonter à 2019 pour voir 2 films d'animation sur le podium du box-office mondial, année où le remake du Roi Lion, que je considère comme un film d'animation, et La Reine des Neiges 2 étaient respectivement aux 2ème et 3ème places du box-office de l'année. Pour se reconcentrer un peu sur la France, je vais vous donner pêle-mêle des chiffres que j'ai pu trouver. Dans le top 10, il y a 3 films français pour 7 films américains, soit exactement le même ratio que l'année dernière. Les films du top 10 ont atteint un minimum les 2,4 millions d'entrées. Baisse importante cette année car seulement 31 films ont atteint le million d'entrées contre 45 l'année dernière. Mais pour rappel, 3 films sont à plus de 8 millions d'entrées cette année, ce qui n'était pas arrivé depuis 1998, avec dans le lot le plus gros succès de tous les temps en France, Titanic, ainsi que Le Dîner de Cons et Les Visiteurs 2. En ce qui concerne les démarrages, le meilleur premier jour de l'année pour Vice Versa 2, avec 527 504 entrées. En deuxième, Moi Moche et Méchant 4, avec près de 458 000 entrées. Et enfin, pour compléter le podium, Vaiana 2, à 456 000 entrées, donc des premiers jours uniquement trustés par des films d'animation. Et au niveau de la première semaine, Vaiana 2 fait la meilleure première semaine de l'année à 2 428 637 entrées. Un démarrage à plus de 2 millions, ça s'était plus vu depuis Avatar 2. Vice Versa 2 était à ça d'atteindre un démarrage à 2 millions, mais a eu quelques entrées de moins. Et le dernier en termes de meilleur démarrage, c'est Moi Moche et Méchant 4 avec 1,4 million d'entrées. En globalité, les entrées françaises s'élèvent à 155 millions sur 50 semaines et demie, on va dire, vu que je me suis arrêté au dimanche de la 51e semaine. Donc on risque d'être un peu loin des 166 millions d'entrées de 2023. La semaine durant laquelle on a enregistré le plus d'entrées en France, c'était celle du 26 juin au 2 juillet, avec plus de 5,1 millions d'entrées. Cette semaine était marquée par la sortie du Comte de Monte-Cristo, mais également le prolongement du succès de Vice Versa 2 qui en était à 2ème semaine d'exploitation, et d'un petit truc en plus qui en était à sa 9ème semaine d'exploitation. Et à contrario, la semaine la plus faible en termes de box-office fut celle du 24 au 30 janvier, avec tout juste un peu plus de 1,9 million d'entrées. Cette semaine-là, Un coup de dé d'Yvan Attal était en tête de la semaine lors de sa première semaine d'exploitation, et c'était également la semaine de sortie d'un film qu'on a vu et dont on a parlé dans DCP. Iron Claw. On continue vite fait sur des chiffres pour les USA. Pour atteindre le top 10 cette année, il fallait atteindre au minimum 193 millions de dollars de recettes. Pas de grosse surprise cette année car 90% du top 10 ont été pris par des suites. Seul Wicked peut être considéré comme étant un tant soit peu original, bien qu'il provienne d'un contenu déjà existant.
On a donc 5 deuxièmes volets, Vice Versa 2, Vaiana 2, Beetlejuice, d'une partie 2 et Twisters. Un troisième volet, Deadpool et Wolverine. 2 quatrièmes volets, Moi Moche et Méchant 4 et Kung Fu Panda 4. Et un 5e volet, Godzilla x Kong, le Nouvel Empire. Donc c'est assez triste de voir que des suites en tête du box-office américain, car cela veut dire qu'on risque de s'en bouffer des suites pendant encore longtemps. Cette année, 20 films ont atteint les 100 millions de dollars de recettes, soit un de moins que l'année dernière. Le meilleur week-end de démarrage de cette année est pour Deadpool et Wolverine, avec plus de 211 millions de dollars de recettes lors de son premier week-end d'exploitation. On en a déjà parlé, mais pour la faire courte, c'est le meilleur démarrage d'un film rated R et le 6e meilleur de tous les temps. Juste derrière, Vice Versa 2 qui a 154 millions pour son démarrage. Et à savoir qu'en tout, 5 films ont dépassé les 100 millions de dollars de recettes lors de leur démarrage cette année, soit exactement le même nombre que l'année dernière. Terminons en parlant des chiffres du box-office mondial. Pour atteindre le top 10 cette année, il fallait faire minimum 451 millions de dollars de recettes. 36 films ont atteint les 100 millions de dollars de recettes mondiales contre 45 l'année dernière, donc encore une fois, chiffre en baisse. Mais c'est des films dont on a parlé dans DCP, des films qui ont atteint 100 millions de recettes mondiales. Il y a eu Furiosa Mad Max Story, par exemple, Joker Folia 2, Gladiator 2 ou encore Kingdom of the Planet of the Apes. Et donc le premier film français dans ce classement, c'est un petit truc en plus, à la 41e place, avec 84 millions de dollars de recettes mondiales, ce qui le place entre Terrifier 3 et Trap. Et donc terminons en parlant des déceptions au box-office cette année, car encore une fois, il y en a eu plusieurs. Malgré tout, Furiosa Mad Max Saga peut être considéré comme un échec, avec seulement 173 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget de 168 millions. Lionsgate a écumé les échecs cette année entre Borderlands, 32 millions de recettes mondiales pour un budget estimé entre 110 et 120 millions, et The Crow, 24 millions de recettes mondiales pour un budget de 50 millions. Sony doit bien crasser des dents avec son SSU également, vu le démarrage de Kraven et le flop qui a été Madame Web, pardon. Parce que Venom 3 en soi... Venom 3 est quand même c'est bien rentabilisé quand même, donc ça va. De son côté, Apple doit bien pleurer car ils ont investi 200 millions dans Argyle et ils se retrouvent à faire un box-office mondial à 96 millions. Et Warner doit également voir d'un mauvais œil Todd Phillips qui leur a fait sortir 200 millions du chéquier pour Joker Folia 2 pour un box-office mondial à 206 millions. Rien n'est comparable, au plus gros flop de l'année, voire peut-être le plus gros flop de tous les temps, Megalopolis. Non. Bah si, alors... Vu qu'aucun studio n'a vraiment investi d'argent, on peut dire que potentiellement Coppola vient d'endetter sa famille sur plusieurs générations, mais pour les 120 millions de dollars investis, seulement 13,8 ont été retrouvés en salle. Après, je me dis, c'est la thune qu'il a gagnée avec sa carrière. Il en fait ce qu'il veut. Il a pondu un truc merveilleux. C'est ça, c'est un flop à relativiser parce que vraiment, il y a vraiment que lui qui a qui a investi son argent, etc. Donc... Moi, je vois ça comme un cadeau très ruineux de sa part. Tu vois, c'est comme ta mère qui t'offre une PS5. Et voilà. Ça... C'est ruiné pour mon bien. Ne force pas, ouais. Sauf que là, il a fait un film de merde. Non. C'est donc sur l'endettement, enfin peut-être pas, de Coppola. L'endettement De Coppola qu'on va terminer. Merci mon ami. On va pas faire de Joker, mais on va conclure avec un jeu. C'est un jeu que j'étais très heureux de faire l'année dernière et que je ne peux faire véritablement qu'une fois par an, puisque c'est le jeu des meilleures critiques Letterboxd. Oh. Parce que Letterboxd, les gens sont un petit peu rigolos dessus, il n'est pas vraiment question forcément de faire des critiques très élaborées. C'est quand que tu nous rejoins, mec? Non. Et donc les gens font plus des blagues, des commentaires rigolos sur des films que de vraies critiques. Et donc c'est ça le jeu dont il va être question. Vous allez devoir deviner le film à partir de la critique un petit peu rigolote. On va commencer avec le premier film. Donc là, je vais vous sortir la critique. Comment expliquer à mes amis que j'ai pleuré de tout mon être en regardant un bébé canard apprendre à voler? Le robot sauvage. Voilà. L'autre critique que j'ai vue, c'est fou comment Pedro Pascal est sexy même en renard. Ah, ok. Sur le robot sauvage. J'aime pas que c'était Pedro. Ah, c'est lui qui fait la VO. En VO. Ouais, sachant que c'est beaucoup de critiques en anglais que j'ai adapté. Alors, bordel. Ça craint quand ton copain pète un câble et se prend pour le nouveau Jésus. Megalopolis? Non. Attends, c'est des films qu'on a vu ou pas à chaque fois? Ah oui, celui-là on l'a vu. Sinon, je peux sortir la deuxième critique, mais elle est un peu plus explicite. Austin Butler est tellement chauve. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi chauve. Dune 2. Bah oui, Dune. Il brille encore plus qu'Edward dans Twilight. Même Megamind n'est pas aussi chauve. Oui, c'est Dune 2. Moi, perso, je l'ai reconnu direct, même avec le masque. Mais bon, c'est pas une compétition. Nosferatu? Non. Même avec le masque? Attends, c'est pas une compétition, je l'ai reconnu même avec le masque. La deuxième critique,
Rancunier, moi? Sérieusement? On me l'avait pas sorti depuis longtemps, celle-là. Demande aux orphelins que j'ai recueillis pour me venger 20 ans plus tard si je suis rancunier. Ah, le comte de Monte Cristo. Ah. Tu vas voir les réponses que tu vas te prendre. Moi, les blagues sur le masque de Pierre Ninet me font toujours mourir de Oui. rire sur Monte Cristo. Il y avait une dernière- il y Je avait- l'ai reconnu. il y avait un dernier commentaire aussi très drôle. Faut vraiment être Marseillais pour appeler sa fille Mercedes. Film suivant. Je serais prêt à boire tout l'océan du monde avec une paille rien que pour sauver ce chat. Flo. Ah bah oui. L'autre critique c'était bon sang, mais où ces animaux ont-ils appris à diriger un bateau? S'en fout. Film suivant. Le fait que le seul antagoniste du film s'appelle Emmanuel ne peut pas être qu'une coïncidence. Emmanuel de Dreddy One. C'est l'antagoniste du film. Ah oui, je me rappelle d'un film avec un méchant. Ouais. Ouais, ça te dit un truc? Ouais, ça me dit un truc. Mais je. Et l'autre critique c'est on nique Uber Eats et on ouvre les frontières. L'histoire de Suleiman. Oui. Ah bah ouais. Alors l'autre film, c'est marrant comment ce film est à la fois le plus beau et le plus moche que j'ai pu voir dans ma vie. Yellow Police. L'autre critique c'était si Tommy Wiseau avait produit un film à 120 millions de dollars, ça aurait donné le même résultat. Non, je suis pas. Alors là, je suis d'accord. Je suis désolé, je suis d'accord. Allez. Moi, j'ai envie qu'on donne 120 millions de dollars à Ah, Tommy Tommy Wiseau, Wiseau. il Il est maintenant. où Tommy Wiseau? On lui donne 120 000. Il a disparu depuis. J'avoue. Il avait pas fait un film de requin. Si, bon, j'en sais rien. Alors, film suivant. Je pense qu'ils ont largement dépassé leurs 10 000 pas. C'est un film où ça a beaucoup marché, du coup. Ah, je pense, ouais. Ou ils ont beaucoup couru, peut-être. The Bike Rider. Bah non, ils sont en moto. Ouais, justement. Moi, capitaine. Pourquoi ils se sont garés à 800 mètres du restaurant alors qu'il y a un parking juste Ah, devant? le deuxième acte. Oui. Ah, j'ai pas vu. Et il y avait une dernière critique, c'était Vincent Lindon qui appellera Falconar bébé, c'était pas dans mon bingo de l'année. Film suivant. Film ultime de fille à papa. Priscilla. Hein? Non. Oui, ouais, Priscilla. Non, Wicked. non. Ce film est un piège pour les spectateurs. Trappe ta mère. Putain, Voilà ma réaction. tout le monde a dit ça. Même moi. Genre vraiment, tout le monde a dit cette blague à la fin. Voilà, du film, ma quoi. réaction était authentique. J'ai lâché un NTM à ON, je m'en fous. Ouais, carrément. Alors, quand le réalisateur est cité, son nom change plus par le réalisateur. Le réalisateur est au prostitué ce que Martin Scorsese est au gangster. Sean Baker. Oui, Ouais, donc, ouais. Donc Anora. Oui, merde, j'ai dit le nom du réel et pas le nom du film. gagné. Film suivant. Ce doit être la trilogie la plus gaie du monde. Venom. Challengers. Venom. Oui, Ah bon? La Ah, trilogie- oui, Ah, parce que Ah, oui. l'histoire entre deux potes, quoi. ouais. L'autre critique, c'était j'ai bien aimé le passage où Eddie devient une sirène. C'est vrai qu'il y avait ça dans le film. Alors, Les traumas. n'empêche, la chose la plus folle dans ce film, c'est comment elle a réussi à se construire une salle secrète toute The seule. Substance. Substance. Voilà. Ah, en vrai, hein, tu mets un bon ciment, tu refermes, Ouais, ça se tu fait, fais hein. une porte, Ouais, voilà, travaux ouais. manuels, t'empruntes un livre à la bibliothèque. Et les cloisons dans tout ça, hein. Les murs porteurs. Un problème avec les murs porteurs. Et non, en plus, tu vois dans le film, elle tape pour savoir si c'est porteur ou pas. Donc, C'est vrai, c'est vrai. L'autre critique qui a été rigolote aussi, c'est moi aussi, si je devais me retrouver dans le corps de Margaret Qualley, je voudrais pas retourner dans le mien. Le film suivant. Je suis impressionné à chaque fois comment ce réalisateur réussit à faire des films hyper courts mais dans lesquels on s'ennuie quand même. Quentin Dupieux. Quentin Dupieux. Donc ouais. du coup, c'est l'autre. Donc c'est Dali. Voilà. Et l'autre critique qui est rigolote aussi, c'est peut-être je suis encore bloqué dans le rêve de l'évêque, on sait pas. Oh la vache, oui, il fallait que Parce j'en que souvienne de l'évêque, celle-là. Ah ouais, non mais fallait s'en souvenir de l'évêque dans... Ouais. Fallait s'en souvenir de ce film déjà. Quentin qui Quentin Dupieux. Ça y est, hein, il a pas sorti un film depuis 6 mois, on l'a oublié. Eh, dis donc, ça faisait genre peut-être 3 ou 4 épisodes qu'on l'avait pas évoqué. Peut-être. Arrêtons. Alors, film suivant. C'est comme si Ryan Murphy essayait de faire un film dans le style de Pedro Almodovar. Attends, quoi? Ryan Murphy, le créateur de série, on est bien d'accord. Oui. Sans jamais nous connaître. Non. Dans le style de Pedro Almodovar. Dis un deuxième. L'autre critique, c'est un peu plus explicite. Bien évidemment que tous les gringos meurent à la fin. Et Un Pérez. western. Oui. Ah, Et, ok, ouais, je vois. Je vois le premier commentaire. et ce sera la dernière critique Letterboxd. Et ce sera donc la fin de l'émission. Grosse force à l'infirmier des urgences qui veut juste faire son taf, mais qui doit se taper 2 grands teubés bien gênants. Waouh. Quel film il y a eu à l'hôpital? Joker 2. Non. C'est vrai que ça aurait pu être ça, mais non. Sinon, je donne la deuxième critique, mais là, pour le coup, vous allez l'avoir direct. Mm. C'est clair que Clotaire, c'est vraiment un prénom de Ah, merde. l'amour ouf. Ah oui, putain, la scène de fin. Bah ouais, Clotaire, c'est quand même un vrai prénom de merde. On va pas se le cacher. Hein. Moi, j'appelle mon gamin Clotaire, c'est parce qu'il est pas désiré. Hein.
RPZ si Clotaire existe après. Pensez au Clotaire qui potentiellement écoute DCP. Ça se fait pas, mais. Excusez-moi, monsieur. Bon, si vous appelez Clotaire, selon Owen, vous êtes en avortement. J'espère que vous avez quand même de bonnes relations avec votre parent. Bref, Putain. c'est sur cet humour très glissant que l'émission elle va se conclure. C'était la dernière émission de l'année. On espère que vous avez convenablement fêté la fin de l'année. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram, X, TikTok, et que l'émission, vous pouvez la retrouver sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. On se retrouve dans une semaine pour une émission spéciale sur les DCP Awards. Et on se fait des grosses bises. Allez, à la semaine prochaine. Bisous. Salut. Salut.